Ok. Bonjour à tous, merci d'être là. La salle est pleine, donc ça fait plaisir. J'imagine que vous aimez ou vous n'aimez pas les secrets, sinon vous ne seriez pas là. Euh, alors juste un tout petit mot sur mon entreprise. Je travaille chez Paddock comme Head of Cyber Security. On fait du cloud, du DevOps et de la sécurité. On essaye toujours de trouver des solutions adéquates pour que les développeurs soient libres de leurs mouvements en toute sécurité. Alors, au programme, je vais vous parler de Zero Credentials. C'est une sorte de philosophie qu'on essaye de promouvoir chez Paddock. On n'a pas réinventé la roue, mais on met bout à bout différents systèmes qui vont faire que l'infrastructure va être assez complexe et assez difficile à vraiment exploiter pour un attaquant. Et donc, ça va passer par plusieurs phases. Les secrets développeurs, de CI/CD, les secrets de workload. Donc, depuis toujours, la gestion des secrets, c'est un souci. Où est-ce qu'on les stocke? Qui les utilise? Est-ce qu'on a de la traçabilité sur les secrets? Est-ce qu'on fait de la rotation? Comment? C'est toujours complexe et les secrets sont souvent impliqués dans les attaques. Pas plus tard qu'en janvier, la Mercedes-Benz a leaké beaucoup de son code source parce qu'un développeur avait push un token GitHub. Donc ça arrive encore en 2024. On a plusieurs rapports là, du Google Threads et de Verizon qui expliquent que 60%, 74% des attaques impliquent un facteur humain. C'est quand même le maillon le plus faible de la chaîne, hein, c'est nous. Via du social engineering ou via des simples erreurs de conf ou de pousser des secrets. Et 60% impliquent des secrets. Donc le Zero Creds, on va essayer de réduire le facteur de risque humain via des moyens techniques, en faisant justement la disparition de secrets long terme. Pareil, Datadog explique qu'en 2024, le grand chantier, ça va être les secrets long terme, que c'est vraiment un gros problème. On voit il y a beaucoup de clés d'accès à des clouds publics qui sont valides depuis plus d'1 an, qui traînent un peu partout, qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui. Et vu que les API de ces clouds sont publics, forcément, si elles leak, c'est tout de suite dramatique. Alors, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui vont travailler plutôt en aval. Si un secret est créé, qu'il est commit, il y a des outils qui vont permettre de le détecter. Il y a aussi Siebel Angel qui va détecter si un secret est en revente ou en utilisation sur le darknet. En fait, avec le Zero Creds, on essaye de changer de paradigme et de se dire on supprime toute notion de secret long terme, donc il n'y a plus de leak en fait. Le leak il va être valide pendant 15 minutes. Et il faut savoir que dans l'écosystème des attaquants, il y a une partie des attaquants qui vont chercher des exploits, qui vont chercher des failles, et qui vont ensuite revendre les credentials qu'ils ont trouvés à d'autres acteurs qui, eux, vont installer des crypto-miners, qui vont installer des ransomware. Donc, vu qu'ils n'auront pas le temps de revendre les credentials, votre entreprise ne les intéressera plus. Donc, ils vont arrêter de chercher à vous attaquer. En gros, on change pas mal de paradigmes. Sur une infrastructure legacy, je donne des exemples, hein, mais on va avoir plusieurs mots de passe par personne, des mots de passe pour accéder à des bases de données, le mot de passe pour accéder à divers environnements. On va privilégier le single sign-on dans le Zero Creds. Ça, aujourd'hui, c'est quand même globalement déjà le cas dans les entreprises. On va remplacer l'authentification par de l'autorisation. On va éviter les secrets et plutôt parler de tokens, des secrets qui sont rotate très régulièrement. On peut descendre jusqu'à 15 minutes sans problème. Donc plus de rotation, plus de problème de rotation. On va plutôt passer par des refresh tokens. La gestion des secrets, elle est forcément simplifiée puisqu'ils sont tous générés automatiquement et rotate automatiquement. Donc c'est plus simple. Et là où il faut continuer de faire de la sensibilisation auprès des humains et des développeurs, des personnes qui ont accès à ces secrets, by design, là, on a quand même beaucoup de facteurs de risque qui disparaissent, donc on va éliminer pas mal de facteurs. Donc si je résume avant de rentrer dans la technique, ne vous inquiétez pas, il y aura de la technique après. On va réduire le risque d'attaque parce que les attaquants ne peuvent plus revendre les credentials. Ils vont privilégier des cibles moins sécurisées, hein. Il y a beaucoup d'attaquants qui vont juste parser le web à la recherche de failles. À part pour les très grosses entreprises ou les entreprises qui ont vraiment une valeur en soi pour un attaquant. Donc ils vont plutôt privilégier des cibles moins sécu. Et vu que
les credentials sont générés dans des flux automatiques, comme on va le voir. Si un attaquant trouve une faille et qu'il veut l'exploiter, il va devoir encore et encore rejouer son attaque et donc laisser des traces un peu partout dans le système. L'autre gros point, comme je disais tout à l'heure chez Paddock, c'est assez important pour nous, c'est que ça facilite la vie du dev. On l'a mis en place chez pas mal de clients. Le développeur a un seul mot de passe, son mot de passe de SSO, il se connecte absolument partout avec. Du coup, pas de secret à gérer, pas de rotation à gérer. Et vraiment, cette partie-là est totalement abstraite, quoi. Et enfin, pour les équipes sécu, c'est aussi très intéressant parce que on atteint un certain niveau de conformité by design. On a une auditabilité qui est très forte. Je vais vous montrer plusieurs méthodes, mais on peut vraiment savoir qui fait quoi quand grâce à ces credentials court terme. L'onboarding, l'offboarding des équipes est facilité puisqu'il n'y a plus qu'un seul accès central. Et en cas d'urgence aussi, on voit qu'il y a souvent une grosse quantité de stress quand il y a eu un hack. Et le gros du travail et du stress réside dans est-ce que l'attaquant a eu accès à certains secrets ou pas. Comment est-ce qu'on fait pour rotate très rapidement nos secrets? Et c'est souvent compliqué. Alors, où est-ce qu'on trouve des secrets dans une infra? J'ai vraiment schématisé une infra extrêmement simple avec les employés, la CI/CD, l'infra et toutes sortes d'outils third party. Donc les employés, ils vont en avoir dans un password manager, ils vont en partager sur Slack, ils vont en stocker dans des fichiers texte, on va en trouver un petit peu partout. Dans la CI/CD, il y a deux grands endroits où on trouve des secrets, c'est dans le code, malheureusement on en trouve encore, et tous les secrets de CI/CD, donc tous les secrets qui vont servir à vos runners de CI/CD pour builder, stocker des images, interagir avec l'infrastructure, déployer, etc. Et enfin, dans l'infra, on va en trouver surtout dans les gestionnaires de mots de passe, les secret managers, les vaults ou autres, et dans les environnements runtime. Forcément, vos pods, vos machines virtuelles, vos conteneurs, vos lambda, ils ont besoin de secrets. Alors la méthode qu'on a développée, elle est, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple, hein, c'est juste qu'on va mettre bout à bout des technologies qui ont vu le jour ces dernières années pour arriver à ce paradigme où on n'a plus du tout de credentials. Donc il y a forcément une phase de détection, comprendre quels sont vos secrets, qui les utilise, est-ce qu'ils sont rejoués entre plusieurs personnes ou pas. Parfois, on a des secrets qui sont utilisés par 6, 7, 20 microservices, c'est le même secret, donc en cas de problème, on ne sait pas qui a fait quoi, qui sont parfois aussi réutilisés par les développeurs. Et une fois qu'on a détecté tous ces secrets, qu'on les a priorisés, forcément, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, on va essayer de les éradiquer. Donc on va s'occuper des secrets relatifs aux développeurs, aux humains en premier, c'est plus simple. Ensuite, la CI/CD, qui est pas trop complexe. Et la dernière partie, forcément la plus compliquée, c'est les workloads. Comment on fait en sorte d'avoir un mécanisme de rotation automatique sur nos workloads. Juste aussi un disclaimer, forcément, on parle de zéro credentials, mais il va rester des secrets en dur. Je pense par exemple aux clés d'API de services externes qui ne vous proposent pas une rotation automatique via un call HTTP ou autre. Ben ça va rester des secrets long terme, malheureusement. Et enfin, on a une phase de non-régression, c'est de mettre en place des contrôles pour que la situation ne se dégrade pas. Ok, alors, les secrets développeurs. Donc, avant l'invention de certains mécanismes comme le SSO, et encore parfois aujourd'hui pour diverses raisons, un développeur va avoir plusieurs credentials pour se connecter sur des applis web, des outils third parties, pour se connecter sur une infra cloud ou sur une infra on-premise, des secrets de VPN par exemple, et aussi tout ce qui est tooling interne, hein, tous les outils de développeurs, toutes sortes de choses. Donc la première étape forcément, c'est de mettre en place le SSO, d'essayer de mettre un maximum d'assets derrière le SSO pour limiter le nombre de mots de passe. Le SSO devient donc un single point of failure. Ça devient critique, mais c'est plus facile à gérer. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a cette gestion à faire. Forcément, il faut mettre la double autente. Ça reste une bonne idée, je voulais le préciser. Alors, du coup, il y a souvent des objections à ça. Vous avez, par exemple, des applications en environnement de développement. Vous avez envie qu'elles soient isoprod, elles ne supportent pas le SSO, donc vous avez ces différentes applis qui sont ouvertes sur Internet qui ne supportent pas le SSO. Vous allez utiliser des outils en version open source qui ne supportent pas le SSO. Ou alors, vous avez des assets, si je reviens sur le schéma précédent,
J'avais mis database, Kubernetes, VM, etc. derrière l'authentification IAM du cloud. On peut avoir aussi des assets qui ne sont pas accessibles par une identité comme ça, qui ne supportent pas ce mode d'authentification. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des solutions qui existent. Par exemple, OAuth 2 Proxy, c'est vraiment un exemple, hein. Je pense que vous avez tous des SI spécifiques, des besoins spécifiques. Mais en tout cas, cette brique OAuth 2 Proxy, elle est assez pratique. C'est un reverse proxy qui va pouvoir se plugger sur votre SSO, qui est open source, et qui va permettre de mettre une barrière entre des applications web qui ne supportent pas le SSO et vos utilisateurs. Ça, c'est une première chose. Juste une petite mention là-dessus, si vous avez plusieurs domaines racines, entreprise.com, entreprise.fr, il va y avoir des soucis. Ça supporte nativement un seul domaine racine avec un wildcard. Une autre solution aussi, c'était l'objet d'une conférence qui a eu lieu il y a 2 jours au Devoxx. Boundary et Vault. En fait, si vous avez des assets privés et que vous voulez les protéger, nativement, on va utiliser par exemple un VPN ou un bastion d'administration. On aime bien le setup Boundary plus Vault. Boundary va servir de bastion d'administration pour accéder à des assets privés, peut se plugger à votre SSO, même dans la version open source, ça c'est ce que j'apprécie. Et grâce à Vault, vous allez pouvoir générer à la volée des credentials pour les différents assets qui sont derrière. Donc par exemple, un développeur veut accéder à une DB qui est privée, il ne connaît pas le mot de passe, il ne connaît pas d'user. Tout ce qu'il va faire, c'est Boundary, espace login, il va se loguer sur son SSO, puis Boundary, espace PSQL, espace connect, et par rapport à son fichier de config, Boundary va monter le tunnel jusqu'à la base de données, et ensuite, Vault va générer à la volée des credentials pour ce développeur, et de manière très transparente, en fait, le développeur se retrouve connecté, quoi. Forcément, vous allez avoir des cas, des edge cases encore, hein. Je pense par exemple à toutes les applications en SSO où vous ne payez pas la licence nécessaire, en SaaS, où vous ne payez pas la licence nécessaire pour le SSO, bah là forcément il va falloir utiliser des logins mots de passe. Toujours est-il, on essaye de faire un effort pour réduire le nombre de credentials. Déjà avec ce genre de setup, on arrive quand même à réduire au moins de 80-90% le nombre de credentials qu'un développeur va utiliser au quotidien. Alors maintenant, la CI/CD, un peu plus intéressant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la CI/CD, il y a 2 types de secrets. Les secrets qu'on va trouver en clair dans le code et les secrets qui vont être utilisés par vos mécanismes de CI/CD. Les secrets en clair dans le code, ça a toujours été une mauvaise idée. Là, je ne vous apprends rien. Il n'y a pas besoin d'être expert en sécurité pour savoir ça. Toujours est-il qu'on en trouve. Vous seriez surpris dans vos infrastructures d'en trouver. Il y a toujours des repos qui traînent, des repos de test ou des commits où quelqu'un a commit un secret puis il a recommit, il a enlevé le secret mais il n'a pas merge ces 2 commits, donc le secret apparaît toujours dans l'historique. Ce genre de choses. Il y a TruffleHog et Gitleaks qui sont 2 outils open source qui marchent bien. Chez Paddock, on a créé un outil qui s'appelle Git Secret Scanner qui utilise les 2 outils, qui prend le meilleur des 2 et qui va scanner votre organisation GitHub ou GitLab et qui va vous sortir un Excel avec tous les secrets en clair qu'il a trouvés. Une fois qu'on les a détectés, on va essayer de s'en débarrasser. Donc soit vous pouvez les déplacer de manière classique dans un secret manager, dans un vault. Parfois, ce n'est pas possible. Le développeur dit bah non, mon application, par exemple, elle va être totalement déconnectée du réseau runtime, donc elle n'aura pas accès à ce secret manager. Il y a plein de raisons possibles pour que ce ne soit pas possible. Dans ces cas-là, on vous conseille d'utiliser SOPS, SOPS, qui est un produit de Mozilla open source, qui va permettre de stocker les secrets plutôt chiffrés. Je vais vous montrer juste à la slide d'après comment ça marche. Et une fois que vous avez réussi à supprimer toute notion de secret en clair, bah, il faut s'assurer de faire une rotation parce que ces secrets ont potentiellement leaké et en profiter pour assurer l'unicité des mots de passe. Si vous aviez 15 microservices qui utilisaient le même mot de passe de base de données, ça peut être une bonne idée de leur créer un user chacun. Donc SOPS, juste une petite parenthèse sur SOPS. On va avoir un administrateur qui va créer une clé de chiffrement. Bon, là, j'ai mis KMS, mais ça peut être toutes sortes de systèmes de gestion de clés. Le développeur va générer sa configuration.
en vert, ici, elle est en clair. Il va la chiffrer avant de la commit. Du coup, dans le repo, les secrets sont chiffrés et vous allez autoriser votre workload tout à droite à accéder au service pour déchiffrer au runtime, en fait, dans un init container ou au lancement, cette configuration. Du coup, vous arrivez à vous abstraire au moins d'avoir des secrets en clair dans le code. On est toujours, en l'occurrence, ici sur des secrets long terme. Hein, on n'est pas sur du zéro credentials, mais on fait ce qu'on peut. Par rapport au secret de CI/CD, aujourd'hui, c'est vraiment possible dans quasiment tous les environnements de ne plus stocker en fait, de secrets au niveau des secrets du repo pour effectuer un déploiement, pour effectuer des actions sur une infrastructure. On peut passer par de l'OIDC. Donc là, je vous ai mis un exemple sur AWS. Ça marche sur beaucoup de cloud providers. Ça marche avec toutes sortes de systèmes. À partir du moment où le système que vous avez qui contient vos assets sur lequel le repo doit effectuer des actions supporte l'OIDC, cette technique fonctionne. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ici par exemple un role IAM qui va autoriser uniquement un repo sur une branche. On peut descendre la granularité très bas à l'assumer en fait. Donc la première action, quand une CI/CD va se déclencher, le repo va demander à GitHub ou à GitLab un JWT qui le représente. Donc on peut lire dans le JWT le nom du repo, le nom de la branche, etc. Ensuite, il va présenter ce JWT pour se connecter auprès du cloud provider. L'OIDC Trust va vérifier forcément que le JWT a bien été généré par GitHub. Et si c'est le cas, le repo peut assumer le rôle et donc il va pouvoir accéder aux ressources. C'est là où je vous fais la première démo. Parce que les slides, c'est bien, mais démonstration, c'est mieux. Alors, je vais zoomer beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop. Je vais zoomer encore un petit peu là-dessus. Encore, peut-être. OK. Donc, j'ai tout fait en Terraform pour pouvoir vous montrer concrètement. Ici, on a créé un OIDC provider qui pointe vers GitHub. Donc ça va être la brique OIDC Trust. Ensuite, j'ai créé un role IAM pour GitHub qui va faire confiance à l'OIDC que je viens de créer et qui va ici autoriser uniquement le repository qui s'appelle démo GitHub Action OIDC. Vous arrivez à voir ou faut que je zoome encore dans l'orga Padocteam. Et ici, j'ai mis aussi que je n'autorisais que la branche main à venir se connecter. Ça va vous permettre, par exemple, d'avoir sur la branche uniquement sur des tags, le repo va pouvoir se connecter en prod et sur d'autres branches, il va pouvoir se connecter sur des environnements de dev ou de qualif. Après, il y a la policy, ça c'est pas très intéressant. Et au niveau du workflow Git, qu'est-ce que ça change? Je vais rezoomer peut-être juste un peu. C'est un peu painful, j'ai pas le raccourci ne marche pas sur mon PC. En gros, on va donner au job de CI/CD l'autorisation de générer un JWT. Et ensuite, on va pouvoir utiliser une action assez classique ici pour s'authentifier sur AWS. Et au lieu de donner une access key, une secret key qui serait en dur dans vos secrets de CI et qu'un attaquant pourrait print, récupérer et utiliser chez lui sans que vous ayez aucune traçabilité de ce qui se passe, là, vous allez assumer un rôle et donc vous allez générer des credentials court terme uniquement pour cette pipeline. Donc chaque pipeline, à chaque fois qu'elle va tourner, elle va venir s'authentifier, elle va générer des nouveaux credentials. Et donc, en termes de traçabilité, vous allez pouvoir savoir exactement à quel moment, sur quel repo, sur quelle branche, qui a fait quoi. Donc, une démo, je vais lancer la CI. Donc là, je vais juste commit dans le README pour déclencher la CI. Voilà. Super. Et on va aller voir sur GitHub comment ça se passe. Je vais zoomer encore un petit peu. Voilà. Donc là,
L'action de connexion s'est effectuée avec succès. On a assumé ce rôle. Et ici, j'ai lancé une session teammate. C'est quelque chose qui est assez pratique. Voilà, c'est cette action-là qui permet d'obtenir un reverse, un shell en fait, dans le runner pour voir ce qui se passe, pour débugger. Donc là, j'ai ma session teammate qui a été créée, que je vais pouvoir lancer. Voilà. Donc là, je suis dans le runner. On voit que je suis sur un runner GitHub, dans l'organisation de GitHub. Hein. Je suis dans le dossier de mon repo parce qu'il a été cloné. Et si là, je fais un AWS STS getCaller identity, je vais pouvoir voir quelle identité j'ai assumée. Et donc, on voit bien que j'ai pu assumer ce rôle ici, GitHub OIDC, avec le nom de la session. Vous pouvez paramétrer ce nom de session pour le rendre plus explicite si vous voulez avoir des logs ensuite qui soient plus clairs, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. J'ai réussi ma première démo, je suis content. OK. J'ai spoilé, du coup, il y aura une autre démo tout à l'heure. Pareil, d'autres objections possibles. Ma pipeline accède à des assets qui ne sont pas liés à IAM. Là, ma pipeline a assumé un rôle IAM. Ce rôle IAM va me permettre d'accéder, par exemple, à des clusters Kubernetes, soit à des bases de données, à des buckets. Mais parfois, on a besoin de faire autre chose. Et ce n'est pas du tout lié à un cloud provider, à un IAM, donc compliqué. Et parfois, bon, besoin de clés d'API tierces. Comment est-ce qu'on fait? J'ai ressorti le même. Plusieurs solutions. Encore une fois, on va essayer de trouver la meilleure solution possible. Hein. C'est toujours des compromis entre les contraintes de la production, vos contraintes métiers et la sécurité. Si vous avez un asset qui supporte la notion de dynamic secret sur Vault, ça peut être très intéressant. La CI/CD peut demander à Vault des creds et les creds vont être générés à la volée. Donc les dynamic secrets, ça va marcher pour des bases de données, pour des clés SSH, pour des clusters Kubernetes aussi, je crois, ce genre de choses. Donc plutôt que de stocker un user mot de passe de DB, vous allez, avec votre CI/CD, vous authentifier sur Vault en OIDC et demander à Vault de générer des secrets pour vous qui seront valides 15-30 minutes. Ça, c'est vous qui voyez. Autre option, juste par exemple pour les clés d'API tierces, au minimum, vu que ce sont des secrets long terme et que c'est déjà assez compliqué comme ça à gérer, la bonne chose à faire, je pense, c'est de les stocker dans un endroit centralisé, d'éviter vraiment à tout prix d'utiliser des secrets de variables de CI/CD. Donc les stocker dans un secret manager, dans un vault, n'importe où, et d'identifier votre runner en OIDC encore une fois pour qu'il aille récupérer ce secret, quoi. Alors, ça paraît peut-être un peu compliqué, un peu painful, mais ça va obliger l'attaquant à toujours repasser par la CI/CD. Si jamais il a pris le contrôle d'un poste de dev, il ne pourra pas juste print des identifiants. Il va toujours être obligé de recommit pour retrigger la CI, pour régénérer des creds. Hormis des creds qui seraient stockés dans Vault et qui seraient de longue durée. Et ça évite aussi le stockage de secrets à plusieurs endroits. Au moins, vous avez tout au même endroit, juste votre CI, elle est autorisée à aller chercher les creds. Et du coup, ça va faciliter la gestion et la rotation, tout le cycle de vie du secret. OK, on va passer à la partie un peu plus croustillante. Les secrets de workload. Alors là, c'est encore plus divers que pour la CI/CD. Vous avez tous des infras très différentes. Il faut se poser pas mal de questions. Sur quoi tournent mes applications? Est-ce que c'est sur des VM, des conteneurs? Est-ce que c'est dans des clusters Kubernetes, sur des lambda, etc. Comment ces applications, elles chargent des secrets? Est-ce que c'est dans un file system? Est-ce que c'est en variable d'environnement? Comment ça marche? Est-ce que mes applis, elles sont compatibles avec certains mécanismes, comme par exemple les bases de données aujourd'hui dans le cloud, on peut y accéder via son rôle IAM. Les applications, parfois, elles savent le faire, suivant la version des librairies que vous utilisez, parfois pas. Donc ça peut parfois nécessiter des mises à jour. Là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de friction avec votre contexte métier, quoi. Et puis aussi, quel type de secret on essaye de supprimer? Est-ce que c'est des secrets qui donnent accès à des assets cloud? Est-ce que c'est des secrets
qui sont supportés encore une fois par Vault en tant que secret dynamique, est-ce que c'est des secrets en dur, quoi? J'utilise souvent l'exemple de la clé d'API externe parce que c'est vraiment le cas qui est un peu painful. Alors, là, dans les prochains slides, je vais vous montrer plusieurs setups possibles. Je me suis placé dans Kubernetes. Désolé pour ceux qui ne sont pas dans Kube. Là, c'est trop compliqué de mettre des exemples pour tout. Je trouvais que c'était assez intéressant de vous montrer plusieurs use cases qu'on peut avoir sur Kubernetes avec Vault. Donc, le premier use case, c'est un binôme external secret et Vault. Ici, à droite, on a un Vault. En pointillé, on a deux namespaces, donc on va dire deux cloisonnements logiques différents avec des droits différents. Vous allez pouvoir créer un secret store dans chaque namespace. Ce secret store, il a des droits sur Vault. Il peut s'authentifier avec son compte de service Kubernetes, par exemple. Il n'y a pas besoin de stocker des tokens en dur. Et ensuite, il y a la brique external secret qui va venir, des secrets external secret qui vont être créés, qui vont consommer ce secret store. Donc les développeurs, ils créent des fichiers external secret, il n'y a pas de secret dedans. Et au moment où ce fichier est créé, il va aller se synchroniser dans Vault pour aller chercher les secrets. Donc tous vos secrets sont dans Vault, vous pouvez faire de la rotation. C'est assez intéressant. Le problème, c'est que si un secret est rotate, le secret lui-même dans Kubernetes va changer, mais l'external secret ne va pas changer. Donc c'est à vous de gérer le cycle de vie de vos applications et de gérer le rollout. Et aussi la granularité des droits, ici, elle est qu'au niveau d'un namespace. Donc si vous avez 20 applications dans votre namespace, elles vont tous avoir les mêmes droits sur Vault. Et ce n'est pas idéal. On va voir qu'il y a un peu mieux. Ensuite, une autre manière de faire, c'est avec le secret opérateur de Vault. Donc cette fois-ci, on va avoir un opérateur Kubernetes qui va être responsable de créer les secrets pour les applications. Donc lui aussi, il supporte le changement de secret. Il va tout le temps être en train de watch le Vault et de créer des nouveaux secrets. Et il est capable aussi de faire du rollout d'applications. Donc si vous mettez en place une rotation automatique sur Vault, l'opérateur va le détecter et il va rollout les applications au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas mal. En termes de granularité des droits, on est au niveau d'un déploiement. Parce que tous les pods d'un même déploiement, ici j'en ai mis qu'un, mais il pourrait y en avoir plein, vont tous utiliser le même secret. Donc si vous créez une application A, elle va demander un secret, le secret operator va aller lire le secret dans Vault. Si c'est un dynamic secret, il va être généré à la volée. Et donc tous vos pods vont utiliser un secret court terme, mais tous vos pods vont utiliser le même secret. Donc si un jour il y a un problème, vous n'allez pas savoir quel pod a fait quoi. C'est déjà pas mal. Hein. On peut faire un peu la même chose avec le CSI Provider. Donc, au lieu de monter des secrets, ça va monter des volumes qui vont être montés sur le pod. Ça, c'est pas mal, mais par exemple, ça ne marche pas nativement dans OpenShift parce que ça utilise le mount hostpass et ça ne supporte pas la rotation des secrets. Ça peut avoir d'autres usages. Hein. Je pense que c'est aussi une très bonne solution. La solution qu'on aime bien, chez Paloc, c'est la solution du Vault Agent. En fait, le Vault Agent, c'est quoi? C'est un sidecar container qui va être créé à côté de chaque pod et qui va se charger de synchroniser les secrets. Donc, il va aller lire des secrets dans Vault et qui va les populer sous forme de fichiers, sous forme de variables d'environnement dans votre appli. Si le secret est rotate, il faut que vous ayez créé une lib ici qui watch le fichier qui a changé pour notifier l'application qu'elle doit se reconnecter à la base de données, par exemple. Avec des mécanismes comme e-notify, par exemple, ça marche assez bien, c'est pas très compliqué. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que, encore une fois, si vous avez des secrets dynamiques, ici, par exemple, ce chemin, à chaque fois qu'il va être lu, Vault va aller générer un nouveau user mot de passe dans la DB. Donc, chaque pod ici va avoir une identité différente. Et donc, dans les logs de la DB, vous allez pouvoir retrouver quel pod a fait quoi. Si un attaquant est rentré ici, qu'il n'est pas rentré là, bah, vous allez pouvoir le savoir. A priori, la conf est la même, mais ça peut être intéressant de le savoir quand même. C'est aussi intéressant pour faire du debug, de savoir quel pod a fait quoi sur la DB. Ces 4 solutions ont plein d'avantages, plein d'inconvénients. Là, je vous ai mis un architecture Decision Record, une comparaison des différents outils qui a été faite par HashiCorp. Si vous voulez le scanner, je vous laisse le faire.
Et c'est plus complet que ce que j'ai fait. On n'est pas là pour parler que de Vault. Donc, je pense que je vais arrêter ça là. Et la démo. Ouais, exactement. On a une personne qui suit au premier rang. Alors, c'est une plus grosse démo, là. On est parti pour quelques minutes. Donc, on va monter une base de données Postgre, un Vault, et on va setup le Vault Agent. On va setup exactement ça, ensemble. Enfin, je vais le faire tout seul, puis vous allez me regarder. Donc là, j'ai un cluster Kubernetes. Je vais zoomer un peu. Est-ce que vous voyez à droite, c'est assez grand? Ça risque d'être peut-être un peu petit. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ça dans un autre shell. Je voulais utiliser Warp, là, ça avait l'air assez bien, mais en fait, c'est trop petit. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai rien du tout dans mon cluster. J'ai juste le namespace kubesystem ici qu'on voit à gauche, avec, c'est un cluster kind, hein, avec juste les contrôleurs classiques. Donc, on va commencer par créer une base de données Postgre. Je vais créer un namespace pour Postgre. Je vais passer dans le namespace Postgre et je vais appliquer des ressources que j'ai préparées. Sauf que je ne suis pas dans le bon dossier, donc forcément, ça ne marche pas. Hop, kubectl apply -f Postgre. Voilà, donc là, on crée une base Postgre. Hein, c'est juste un déploiement, un volume pour qu'il puisse stocker sa base de données, une config map avec des secrets. Ça, c'était la partie, on va dire, assez simple. Après, on va aller se connecter dessus pour commencer la conf. Donc, déjà, je vais m'exécuter dans un conteneur. Damn. Non, vraiment, ça ne veut pas. Dommage. Je vais faire du copier-coller à l'ancienne, c'est pas grave. Je voulais faire de la pub pour Warp, mais vraiment, ça refuse de fonctionner correctement. Donc, je m'exécute dans le conteneur. Il est en pending. Alors, est-ce que j'ai Internet? L'effet démo. Juste passer sur la connexion de mon téléphone. Ça marchera peut-être mieux. Profitez-en pour tousser si vous avez envie de tousser, c'est le bon moment. Okay. Mince. Alors si j'ai pas ma base Postgre, ça va être compliqué. C'est le problème du live coding. Hein. Ça marchait il y a 20 minutes. Pending. Ah, ça y est. Les dieux du live coding sont avec moi. OK. Donc, je peux m'exécuter dans le pod et aller me connecter sur la base de données Postgre. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un rôle pour Vault. Un rôle qui est assez privilégié. Hein. Quand on commence à faire de la centralisation de secrets, ce genre de choses, forcément, il va y avoir des SPOF en termes de sécurité. Je vais créer un rôle pour Vault qui est super admin. Je pense qu'on peut faire un peu mieux en termes de droit. Je n'ai pas eu le temps de faire plus pour la démo. Et donc, je vais vous montrer les commandes sur le shell, ce sera plus grand. Donc on crée un user, on crée un user Vault avec le mot de passe Vault password et on lui donne des droits super admin. Et ensuite, pour nos applications, on veut que ici nos applications soient en read-only sur la base de données, hein, peu importe. On a créé un rôle RO, read-only, auquel on a donné les droits de lire toutes les tables de la base de données. Et ce qu'on va vouloir maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'une application
demande à Vault un mot de passe, il crée un user temporaire et il lui donne ce rôle read-only. Donc là, on a fait la config côté Postgre. Maintenant, je vais créer un namespace pour Vault. Voilà. Et donc, je vais installer Vault à partir du chart Helm de Vault en mode debug pour éviter tout problème. Et je vais venir me connecter dessus. Voilà. Donc là, si je fais un Vault status, ici, tout va bien. Il est initialisé, il fonctionne. On va vouloir créer des dynamic secrets de DB, donc il va falloir créer en fait autoriser en fait ce type de back-end. Donc on va faire un Vault, ouais, on va faire un Vault Secrets Enable Database. Donc là, il a créé un nouveau Secret Engine de type database et on va le configurer. Donc là, il va falloir lui donner le type de DB, donc Postgre, et une chaîne de connexion. Donc là, on a un mot de passe long terme, mais il n'y a que Vault qui a un mot de passe long terme. Toutes vos applications, elles vont avoir des mots de passe générés à la volée. C'est quand même mieux. Et on va se connecter en tant que Vault. Donc voilà, la config a été faite. Et maintenant, on va faire la configuration pour que Vault, maintenant qu'il sait se connecter à la DB et qu'il est admin sur la DB, faire cette connexion, toute la configuration pour que les applications, maintenant, elles puissent générer des créneaux de choses. Donc, on va se mettre sur /temp, on va copier cette policy. C'est une policy, c'est du SQL. Hein. Alors, elle est là. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'une application va faire un read sur Vault, Vault va venir exécuter ce statement sur la DB. Donc, il va créer un rôle, il va générer aléatoirement un nom et un mot de passe et une date d'expiration. Et il va lui donner le rôle RO. C'est exactement ce qu'on veut. Heureusement, d'ailleurs. Et maintenant, on va créer le chemin database. Donc là, on va créer le rôle. On va appliquer cette... on va lui dire, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te connecter sur la Postgre qu'on a configurée précédemment et tu vas exécuter statement à chaque fois que quelqu'un va venir lire le chemin database creds read-only. Donc, on va essayer de le faire depuis Vault déjà pour voir si ça marche. Donc, si je fais un Vault read database, je vais peut-être revenir tout en haut, ce sera mieux. Ici, on voit qu'il y a un username vtoken read-only qui a été créé et un mot de passe avec un list de 1 heure. Si je retente une lecture sur ce chemin, c'est un nouveau user mot de passe. À chaque fois que je vais faire une lecture, il va y avoir un nouveau mot de passe. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller en parallèle sur la Postgre. Donc je vais retourner sur le namespace Postgre. Je vais retourner dans... Tac, je vais me remettre en tant que Postgre, PSQL. Voilà. Et là, si je liste les utilisateurs, on voit bien qu'ils ont été créés ici. Donc il y a le mot de passe de Vault et puis il y a ce token. Si vous voulez terraformer tout ça, juste une petite aparté, peu importe que vous mettez un user mot de passe en dur dans votre code Terraform, parce que vous pouvez demander ensuite à Vault de régénérer son mot de passe. Donc même s'il y a un mot de passe dans le state Terraform, c'est pas grave. OK. Maintenant, on va ce qu'on veut. Donc si je reprends un peu le schéma pour que ce soit bien clair, on a configuré le Vault ici et la base de données. Maintenant, ce qu'on n'a pas encore configuré, c'est comment est-ce que le pod, le Vault Agent ici, va venir s'authentifier. Il va utiliser une méthode d'authent de type Kubernetes. En gros, le Vault va utiliser le compte de service du pod pour venir s'authentifier. Donc pour ça, un peu comme tout à l'heure, on va créer, on va autoriser l'authentification de type Kubernetes. Voilà, j'ai fait un Vault Auth Enable Kube. On va lui dire, voilà, le host Kubernetes sur lequel il faut que tu ailles vérifier la validité des JWT qu'on te présente. Et ensuite, on va écrire une policy pour dire, voilà, cette policy, elle donne accès en read sur ce chemin. Et c'est le chemin que j'ai lu tout à l'heure pour aller voir les crêtes. Donc voilà, ça c'est bien. Et maintenant, on va autoriser, donc ici,
on va autoriser le compte de service qui s'appelle internal app dans le namespace default. On va lui donner cette policy. Donc on va lui donner le droit de lire ce chemin, tout simplement. Voilà. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est déployer une application de test. Donc je vais retourner dans le namespace default et je vais apply l'appli de test. Voilà. Donc là, j'ai 3 pods qui sont en train de se lancer. Et en théorie, ces 3 pods vont avoir des secrets différents. Donc voilà, ils sont tous en running. Si on regarde déjà les logs du Vault Injector, donc je vais prendre un des pods. Je vais faire un kubectl logs sur le premier des 3 pods. On voit que déjà... Ah oui, je ne vous ai pas montré comment ça marche. Si je cat, comment est-ce qu'on a configuré le Vault Agent? Ça s'est passé par des annotations. Donc on a dit, tu vas utiliser le Vault Agent, tu vas utiliser le rôle internal app et tu vas aller chercher en fait ce chemin pour aller le mettre dans le file system du pod. Et donc, si on regarde les logs, le Vault Agent a démarré. Il s'est authentifié, il a mis son token à cet endroit-là, dans un init container, et il est allé chercher le secret. Et donc maintenant, si on regarde les secrets des 3 différents pods, j'ai fait 3 kubectl exec, 4 Vault Secret Database, mais sur les 3 pods différents, on a 3 usernames et 3 passwords différents à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment bien en termes de traçabilité. Et si on regarde ici les users, ils ont été créés. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a 2 qui ont été créés, mais voilà, il y a ces users qui sont créés, qui sont valides. Ma clock a du retard, ils sont valides pour 1 heure, quoi. OK, donc un setup assez intéressant. Encore une fois, peut-être que c'est les autres setups que j'ai présentés avant qui vous correspondent mieux. On n'a pas forcément besoin de la granularité au niveau du pod, mais je trouve que c'est quand même très intéressant. En plus, vos pods ont vraiment leur propre cycle de vie, quoi. C'est vraiment au moment où ils vont apparaître qu'ils vont aller lire le secret. Donc, vous n'avez pas une rotation de tous vos secrets en même temps. C'est juste ça suit le cycle de vie du pod, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si le secret expire? Le Vault Agent va mettre à jour le fichier dans le pod, et c'est là où vous avez besoin d'une petite librairie qui vérifie si le fichier a changé et qui notifie votre application, quoi. Voilà. Alors, on va pouvoir conclure. Chaque écosystème est différent, mais le Zero Creds, on essaye de brancher le SSO, de réduire les secrets des devs, d'enlever les secrets dans le code, d'utiliser des mécanismes de IDC pour authentifier votre CI/CD plutôt que de stocker des secrets en variable de pipeline. Et au niveau des workloads, aujourd'hui, on a de plus en plus de mécanismes pour faire de la rotation. Personnellement, je trouve que Vault, ça marche quand même plutôt bien pour faire ça. Et donc, les questions à se poser, est-ce que je peux utiliser de l'OIDC? Est-ce que ma base de données RDS ou ma base de données Cloud SQL, finalement, est-ce que je ne peux pas utiliser un rôle IAM, un service account GCP plutôt que d'utiliser des user mots de passe? Est-ce que je peux générer mes creds à la volée ou pas, histoire de ne plus avoir à gérer de secrets? Et sinon, est-ce que je peux faire d'une manière ou d'une autre une rotation automatique de mes secrets, quoi? Donc on a réussi à le faire chez plusieurs clients. Il n'y a plus vraiment d'erreur humaine qui est possible. Les développeurs ne traitent même plus de secrets. En CI/CD, plus de secrets. Au runtime, plus de secrets. Je ne vais pas me répéter 50 fois. Juste, en termes de non-régression, en CI/CD, vous pouvez mettre des mécanismes qui vont détecter s'il y a un secret qui est créé ou pas. Par exemple, l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, Git Secret Scanner, vous pouvez avoir une pipeline qui va détecter automatiquement s'il y a un secret qui a été poussé. Sur vos DB, si vous voulez interdire l'utilisation du user mot de passe, vous pouvez forcer l'utilisation de l'OIDC. Voilà, il y a des mécanismes techniques qui peuvent exister pour éviter la régression. Et voilà, je finis avec 36 secondes d'avance. Est-ce qu'il y a des Donc il y questions? aura une question rapide et une réponse rapide. Personne peut-être?
Là-bas, il y a une double question. Sinon, c'est mon LinkedIn. Vous pouvez me contacter et je discuterai avec vous avec plaisir. En cas de... Si on a plusieurs applications sur notre cluster Cube, on met plusieurs volts ou un seul? Plutôt un volt avec des KV différents. Vaut mieux que tu gères la granularité des droits dans Volt. Le mieux, c'est d'avoir plusieurs instances de Volt avec un back-end en Raft. Comme ça, tu es en high availability. Mais un Volt, ça suffit. Là. Potentiellement, tu peux en avoir un pour la prod si tu es vraiment paranoïaque et un pour les autres env. Ça peut se faire. OK. Merci à tous.